Débrayer pour mieux travailler, c'est la grève. Nous voici dans un univers mécanique. Débrayer, c'est supprimer la liaison entre deux arbres qui alors étaient embrayés. Et oui, au moment de manœuvrer la pédale de débrayage dans la voiture, la boîte de vitesse se disjoint du moteur, justement pour changer de vitesse. Débrayer, c'est aussi se laisser aller, être en roue libre. Débrayer, c'est arrêter de travailler pour soutenir une revendication, pour se mettre en grève, une histoire fascinante. Allons-y à toute vitesse. Marion Fontaine, bonjour. Bonjour. Jacquerie, colère paysanne, révolte, il y a plein de vocabulaire autour du mouvement de contestation. À partir de quand dans l'histoire peut-on parler de grève ? Alors, plutôt à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Des formes de protestation des premiers ouvriers, tisserands, mécaniciens, etc. Il y en a bien sûr sous les formes de bris de machines et autres, mais la grève vraiment comme forme de contestation privilégiée par les ouvriers. La grève comme arrêt de travail qui vise à développer un rapport de force pour contraindre le patron à céder sur une question de salaire, de conditions de travail, de temps de travail. La grève, elle se développe et elle s'impose vraiment parmi les ouvriers et au sein du mouvement ouvrier à partir des années 1850-1860, disons. Oui, parce que dans cette histoire de la contestation, la grève a cela de particulier qu'il faut une coordination, il faut réfléchir à l'acte de se mettre en grève. Voilà, comme disait le grand historien britannique E.P. Thompson, la grève fait sans doute partie des éléments essentiels qui participent à la formation de la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'effectivement, on a grève quand les ouvriers rassemblés d'un secteur professionnel, comme les ouvriers du bâtiment britannique en 1859, comme les mineurs belges, allemands, français dans les années 1860, quand ils prennent conscience, ces ouvriers, au fond, qu'ils forment effectivement un groupe, un collectif, et qu'il dispose malgré tout d'un potentiel qui est celui d'arrêter le travail et donc de freiner, d'arrêter la machine productive. Donc effectivement, il faut attendre que le monde ouvrier se soit suffisamment développé en quelque sorte, que les concentrations ouvrières aient suffisamment grossi pour que la grève comme moyen privilégié, encore une fois, il n'y a pas que la grève, il peut y avoir des moyens individuels, le sabotage, le freinage, etc. Mais pour que la grève comme mouvement collectif s'impose effectivement comme arme privilégiée de la classe ouvrière. Justement, vous avez évoqué, Marion Fontaine, cette identité, cette conscience de faire partie alors de quelque chose qu'il est difficile de définir. Peut-être ici, nous pouvons avancer le mot classe. Le mot classe, mais il n'y a pas à avoir peur du mot classe sans doute. Les historiens, depuis 30 ou 40 ans, ont bien montré que les mécanismes de formation de la classe étaient bien plus complexes que ce qu'on avait longtemps pensé, qu'il ne suffisait pas que l'industrialisation advienne en quelque sorte pour que la classe naisse. Mais malgré cela, malgré toutes les formes de différence parmi les ouvriers, différences hommes-femmes, différences migrants autochtones, différences entre ouvriers qualifiés et non qualifiés, il y a malgré tout des identités collectives qui émergent, qui ont un sens effectivement social, un sens culturel et un sens politique, et qui effectivement qu'on peut appeler une classe et dont la grève, pour finir, est à la fois l'expression et le catalyseur, c'est-à-dire que la grève représente cette conscience et elle en est en même temps un accélérateur. Et nous l'avons bien dit, ce n'est pas le moment où se met en place la conscience d'appartenir à ce groupe, à cette classe ouvrière, qui fait qu'il y a des contestations. La contestation, j'ai presque envie de dire, est intrinsèque au mouvement même d'organisation, de production, bien avant la grève que vous nous évoquiez, Marion Fontaine, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, il y avait déjà des révoltes à Lyon, les canuts. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais
Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous Les Canuts, chantés par Yves Montand. Les Canuts qui nous plongent dans les années 1830, sous la monarchie de Juillet. À Lyon, les Canuts. Mais c'est vrai que nous avons un vocabulaire associé à ce mouvement de protestation. Révolte, insurrection populaire, rarement grève. Il n'est pas encore question de grève. Qu'est-ce qui différencie en fait, Marion Fontaine, le mouvement des Canuts d'une grève un peu plus tardive ? Sans doute parce que l'arrêt de travail dans le cas des Canuts n'est qu'un élément de la protestation, c'est-à-dire que l'enjeu pour les Canuts, pour les deux grandes révoltes des Canuts de 1831-1834, est moins d'arrêter le travail que d'imposer effectivement, que de protester par la force, par la rébellion contre la violence qui leur est faite, contre les formes de mécanisation qui détruisent leur forme de travail. Donc on n'est pas vraiment, le travail est à cette époque dans le système de la fabrique lyonnaise trop dispersé encore, trop réparti entre ateliers. Les ouvriers sont encore trop dépendants d'un donneur d'ordre pour que la grève comme acte collectif d'arrêt de travail puisse se perpétuer. En revanche, ce qui est intéressant dans ce mouvement des Canuts, et là c'est une vraie continuité avec les mouvements de grève qui interviendront ensuite, c'est la peur que ce mouvement suscite. C'est à ce moment-là que le plumitif, publiciste Saint-Marc Girardin a cette phrase célébrissime à propos des Canuts, mais à propos du monde ouvrier en général. Les barbares ne sont point dans le Caucase, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Traduisons, les barbares ne sont pas au loin en Russie, en Asie. Les barbares, ils sont chez nous, dans nos banlieues. Qualifier ce monde ouvrier de barbare, ce monde ouvrier en révolte et en situation d'insurrection violente de barbare, là on a une continuité dans la peur effectivement que ces mouvements suscitent chez les dominants, chez la bourgeoisie pendant tout le 19e siècle. Essentiel ce que vous dites là, Marion Fontaine, dans le regard apporté sur un mouvement. Bien sûr, la grève peut être étudiée du côté de ceux qui mènent la grève, et c'est passionnant. Il ne faut pas oublier ce regard extérieur, parce que le regard extérieur construit le mouvement lui-même, et c'est vrai que cette peur du monde ouvrier est quelque chose d'essentiel au 19e siècle. Ah, tout à fait. De toute façon, parce que effectivement, c'est un nouveau collectif. C'est un collectif dont les conditions de travail, dont les conditions de vie font peur autant qu'elles suscitent la pitié. On a tous vu des descriptions de Villermé, on a tous en tête les descriptions de Germinal. C'est-à-dire que vraiment, pour la bourgeoisie, on a affaire à ce qui est à peine des êtres humains. C'est-à-dire à vraiment un autre par excellence, et un autre qui menace la société, un autre qui est susceptible, c'est l'image, on le voit même dans l'iconographie de la presse de masse de la fin du 19e siècle, c'est l'image de ces masses qui courent les rues, qui courent les champs, et qui sont susceptibles de s'attaquer aux maisons, de violer les femmes, et pour finir, de détruire la société telle qu'elle existe. Il y a cette image, alors cet imaginaire ensuite, il va en quelque sorte s'atténuer, mais il est vrai que les premières formes de grève, les premières formes de mouvements sociaux peuvent susciter la crainte d'une insurrection violente qu'on voit encore d'ailleurs très bien apparaître dans les descriptions fascinées, je le disais, de Germinal. Enfin, dans Germinal, il faut aussi regarder la réaction qui est celle des Hennebeau, qui est celle de toutes les familles bourgeoises, qui effectivement sont tétanisées. Elles sont tétanisées. Il est important de rappeler justement cet imaginaire pour saisir dans quel contexte est née la grève. Marion Fontaine, vous êtes professeure à Sciences Po. Il est aussi très important de rappeler les conditions de vie ouvrière au 19e siècle pour saisir l'importance que pouvait avoir la grève. Voilà, tout à fait. On a oublié à quel point l'industrialisation, bon cela encore beaucoup d'historiens l'ont rappelé, à quel point l'industrialisation a été d'une rare brutalité au 19e siècle.
expulsant des masses de paysans vers les villes, vers les premières usines. Le processus se faisant au moins sur la première et sur la deuxième génération, sur fond d'appauvrissement et de détérioration des conditions de vie considérables. Ce sont des logements où 10 personnes vivent dans 10 mètres carrés. Ce sont des journées de travail qui durent 12 et 14 heures. Ce sont les images évidemment de Hugo. Ce sont peut-être pas des enfants de 5 ans, mais ce sont des très jeunes enfants qui travaillent dans les mines, qui travaillent dans le textile. C'est l'absence de représentation ouvrière. Il n'y a pas de délégué ouvrier, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de protection sociale non plus au XIXe siècle. Alors sans doute que justement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'effet d'organisation et de structuration, les premières lois apparaissent, les premières limites et les premières régulations apparaissent, mais il est vrai que ces conditions de travail sont absolument terribles et si l'on ose dire, toutes ces révoltes ouvrières, elles viennent de ces misères ouvrières. En 1903 encore, Jaurès, qui visite les petites cités textiles du Nord, Caudry, Armentières, dit que ce sont des situations où hommes, femmes, enfants vivent tous dans la même pièce. Une misère, comme dit-il, une société civilisée ne devrait jamais tolérer, alors que ces ouvriers travaillent. Ouais. Donc on n'est pas effectivement dans, ce sont pas des gens qui, ce sont des gens qui travaillent et qui vivent pourtant dans ces conditions-là. Débrayer pour mieux travailler, pour mieux vivre aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture. Marion Fontaine, petit tour vers la législation, le code. Que dit-il à propos du droit de grève au XIXe siècle? Il est interdit. Il y a cette rupture sous le Second Empire en 1864. Qu'est-ce qui est décidé par rapport à la grève? Alors effectivement, la grève, comme toute espèce de trouble à l'ordre public dans la société bourgeoise du XIXe siècle, est d'abord strictement interdite. Effectivement, il y a un moment où les pouvoirs publics sentent bien, si j'ose dire, que ce moyen d'expression ne peut pas être totalement aboli, puisqu'on ne peut pas réprimer quand même tout le temps. Donc effectivement, en 1864, sous le Second Empire, le droit de coalition est accordé, c'est-à-dire que les ouvriers ont le droit de s'assembler et d'arrêter le travail. Sauf que il y a toute une série d'entraves légales qui persistent. C'est-à-dire que le patron a le droit de faire intervenir la troupe si les ouvriers se rassemblent, si les ouvriers protestent contre les non-grévistes. Le patron a le droit de faire fermer l'usine, ce qu'on appelle le lock-out. Donc ce droit de grève, il est sans doute accordé en France en 1864, mais il reste pendant longtemps, j'ai envie de dire jusqu'au début du XXe siècle, difficile à pratiquer sans entrave et sans que et le patronat et la force publique interviennent pour l'empêcher. Oui, parce que la troupe n'est jamais loin. Dès qu'il y a un mouvement de contestation, nous avons cité Germinal, mais comme une évidence, hein, c'est un des fleurons de notre patrimoine. Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Bon, Zola écrit un peu après le Second Empire, mais en fait, il parle de la société de son temps. Et dans Germinal, évidemment, il est question de la grève. Ça sent pas bon. On dirait qu'ils vont nous pousser à grève. Ah, ça, c'est sûr. C'est facile à prévoir. Ils vont pousser à bout. La crise s'aggrave. Avec toutes ces usines qui ferment, on a de moins en moins besoin de charbon. La direction cherche à réduire les frais, alors elle va rogner sur les salaires, et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture. Depuis 2 mois, là-haut, ils s'entassent sur le carreau des fosses. Une bonne grève les arrangerait plutôt. On épuise le stock, on met une partie des mineurs au chômage, et les autres, une fois domptés, on en profite pour moins les payer. Et puis ils sont au courant de la caisse de prévoyance. Ils ne disent rien, mais ça les dérange. Pendant la grève, elle se videra toute seule dans l'œuf avant qu'elle ne soit trop garnie. Combien t'as dans ta caisse? 3000 francs. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3000 francs? T'auras pas 6 jours de pain. C'est une bêtise, cette grève. Je te comprends pas. Hier, t'étais pour le feu, aujourd'hui, t'es contre la grève. C'est trop tôt. Dans une grève, l'ouvrier souffre autant que le patron. Il faut profiter du climat pour entraîner en masse tous les mineurs de la région à l'association des travailleurs. Ils te suivent dans ta caisse de prévoyance. Mais combien d'entre eux ont adhéré à l'international? C'est le moment. Plus la situation sera dure, plus nous les déterminons à nous suivre. Et quand les travailleurs du monde entier auront compris,
Quand ils se tiendront tous la main, alors là on pourra agir. Un extrait de Germinal, le film de Claude Berry, où nous retrouvons alors tous ces personnages essentiels. Il y a Souvarine, Laurent Terzieff, qui alors lui, il va aller loin. Et puis après, là, celui qu'on vient d'entendre, c'est Rasseneur, le patron du cabaret, alors qui a une autre démarche. Marion Fontaine, par rapport à la grève, il y a une approche très différente dans le monde ouvrier lui-même. Alors effectivement, on peut penser que, Zola, techniquement Germinal, a lieu vraisemblablement dans les années 1860. Alors qu'en même temps, Zola pense énormément à la grève d'Anzin de 1884 qui lui a servi de modèle. Simplement, effectivement, Zola touche des phénomènes qu'on voit bien dans les années 1860 au sein de la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, où effectivement l'usage de la grève comme moyen privilégié d'action ouvrière est pas du tout quelque chose d'évident et quelque chose qui peut être contesté. Rassner porte dans le roman une voix qui s'entend, par exemple, chez les militants proudhoniens français de l'Association internationale des travailleurs, qui disent que la grève coûte tant de souffrance au monde ouvrier, et c'est vrai. C'est-à-dire que 2 semaines, 3 semaines de grève, sans être payé, sans allocation familiale, sans rien, c'est une souffrance immense. Que la grève coûte trop cher. Que disent les proudhoniens dans les années 1860 ? Elle est très souvent perdante. Donc il vaut mieux pour l'ouvrier s'organiser, créer des associations, des mutuelles, des coopératives. Les syndicats sont interdits, mais on peut créer autre chose. Et s'organiser pour effectivement imposer un rapport de force. Donc il va falloir attendre encore 2 ou 3 décennies pour qu'il y ait en quelque sorte un accord sur l'usage de la grève. Il y aura toujours des militants en même temps, Jaurès et d'autres, pour dire que la grève ne doit être qu'une arme en quelque sorte de dernier recours. Parce que, dit-il, elle épuise la classe ouvrière, parce qu'elle peut être factrice de division entre grévistes et non-grévistes notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être décidé de manière collective par le suffrage universel ouvrier, dit Jaurès, et ça doit être en quelque sorte l'arme nucléaire du mouvement ouvrier, alors qu'effectivement d'autres interprétations, parmi un syndicalisme plus révolutionnaire, dont la toute jeune CGT créée en 1895 va devenir le porte-drapeau, pense qu'au contraire, la culture de grève, la grève comme élément identitaire de la classe ouvrière, ça doit être quelque chose de beaucoup plus mis en avant. Donc, c'est intéressant de voir qu'à la fois la grève, ça va devenir en effet une caractéristique identitaire de ce monde ouvrier, mais ça va rester constamment une caractéristique discutée, à la fois dans ses formes et dans ses finalités, au sein de ce même monde ouvrier. Par rapport à la finalité de la grève, justement, il y a plein de possibles. Il y a la grève locale, pour le dire simplement, dans une mine pour obtenir quelque chose d'extrêmement précis. Et puis, il y a la grève générale. Et là aussi, toutes les voies sont possibles. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le grand débat de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est de savoir en quelque sorte si il faut faire envisager des grèves plutôt locales qui visent en quelque sorte à instaurer un rapport de force qui permette ensuite d'introduire des négociations. Tout le problème étant que les différents patronats, et notamment le patronat français, ont un peu de mal à accepter l'idée de négociations contractualisées, ou s'il faut envisager en quelque sorte d'user de la grève générale professionnelle, donc grève générale au sein d'une même catégorie professionnelle, ou grève générale, pour subvertir l'intégralité des rapports de production. Il y a beaucoup de rêves de grève générale. Georges Sorel, dans ses réflexions sur la violence en 1908, dit que la grève, c'est le mythe mobilisateur de la classe ouvrière. C'est pas du tout péjoratif chez lui. Il dit que c'est en quelque sorte l'idée régulatrice, ce vers quoi tend la classe ouvrière. Et effectivement, même Jaurès, qui au départ est assez réticent et pense qu'une grève générale de tous les travailleurs est compliquée, on va dire ça comme ça, dans les dernières années de sa vie, pense que la grève générale des travailleurs est le seul moyen, peut-être pas d'avoir la révolution, mais d'empêcher la guerre. Donc effectivement, la grève générale, c'est en quelque sorte, oui, le mythe, Georges Sorel a raison, le mythe, ce vers quoi on pense que peut aspirer l'intégralité de la classe ouvrière. Quand bien même, dans les faits, cette théorisation de la grève générale et cette pensée de la grève générale n'est défendue ou articulée que par des parties, somme toute, extrêmement restreintes.
du syndicalisme, la petite CGT, je dis la petite parce que ses adhérents ne sont quand même pas très nombreux. C'est aussi peut-être une aristocratie ouvrière qui pense, ou une certaine élite ouvrière, Jacques Julliard parle de jansénisme ouvrier, qui pense cette grève comme espèce d'effort et de dynamique, mais qui ne peut concerner effectivement que la partie la plus révolutionnaire du monde ouvrier. C'est une histoire sociale, évidemment, Marion Fontaine, au sens où il y a cette élite ouvrière, ces penseurs, mais Sorel, Jaurès, d'autres, ils pensent, ils écrivent, et puis, à l'inverse, mais on va dire que c'est le même mouvement, sur le terrain, il y a des individus, des femmes, Lucie Baud. Laissez-nous passer. Reculez! Nous avons des ordres. Seules celles qui sont sur la liste de l'abbé Salamito peuvent entrer. Nous sommes toutes sur la liste de l'abbé. Montrez-moi vos bulletins d'embauche. Tu veux pas plutôt voir mon cul? Fumier! Première sommation! Reculez! Vous n'oseriez pas. Premier rang. Un genou à terre. En joue. C'est fini vos conneries. Nous ne sommes pas comme les gendarmes à qui vous pouvez faire la nique. L'ordre doit être respecté et il le sera. Oseriez-vous parler comme ça à votre mère? À votre sœur? À votre fiancée? À votre femme? N'avez-vous donc rien dans le cœur? Ce n'est pas contre nous que vous devez pointer vos fusils, mais contre ceux qui vous envoient pour nous tuer. Taisez-vous. Reculez. Deuxième sommation. Tu sais pour qui tu travailles? Tu sais qui paye tes balles? Ta gueule, j'ai dit. De quoi avez-vous peur? De qui? De vous? De vous regarder enfin en face dans une glace et de dire « À moi la gloire, j'ai tiré sur une femme désarmée à qui on vole son travail ». Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ta gueule, un mot de plus et je t'allume. Tu n'es qu'un enfant. Reculez! Recule. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Folie ouvrière, le téléfilm de Gérard Mordillat, un téléfilm adapté du livre de Michel Perrault que nous saluons. Ce livre, Mélancolie ouvrière, qui s'intéresse au destin de ces ouvrières de la soie dans le Dauphiné qui se révoltent. Nous sommes en 1905, Marion Fontaine. Il se passe quelque chose dans ce début du XXe siècle, ces années 1904, 5, 6, autour de la grève. Qu'est-ce qui est spécifique là dans ces mouvements de grève ? Alors effectivement, bon, pour citer Michel Perrault, dont il faut rappeler qu'elle a sans doute été, enfin qu'elle est la grande historienne française des grèves, celle qui a mis en avant ce que nous disions au départ, c'est-à-dire que la grève est pas simplement ne relève pas simplement d'une histoire événementielle, mais relève d'une histoire culturelle, d'une histoire sociale du groupe ouvrier. Effectivement, donc il y a des temporalités lourdes de cette grève. Et effectivement, on s'aperçoit que les années, enfin plus largement, la période qui va jusqu'en 1914, qui va l'interrompre, est une année de très forte montée des grèves et de la conflictualité ouvrière. C'est vrai en France, effectivement, où on a en 1906, en 1907, en 1908, en 1910, toute une série de grèves corporatives ou générales extrêmement importantes. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, où on a une série de grèves quasiment ininterrompue entre les années 1911 et 1914. Donc on est dans une très forte montée de la conflictualité ouvrière, alors qui vient effectivement du fait que ce monde ouvrier est plus organisé, que les syndicats ont achevé leur phase de structuration, qu'il y a des représentants politiques désormais du monde ouvrier, les partis socialistes et ouvriers, que ce monde ouvrier voit sa situation légèrement s'améliorer, mais en même temps les prix monte plus vite. Bon, il y a de l'inflation, ce qui fait qu'il y a une insatisfaction et un mécontentement latent. Bon, tout ça fait, le politique, le social et l'économique, qu'on est dans une situation
particulièrement explosive ou particulièrement animée, on choisira le terme que l'on voudra, dans ce cycle 1905, on pourrait dire 1914, qui font que la grève, là, est omniprésente comme réalité sociale et s'impose dans les imaginaires collectifs. Marion Fontaine, sur cette période, il faut aussi ajouter les échanges d'idées, parce que c'est un phénomène international, et c'est passionnant d'ailleurs, mais dans Germinal, déjà, nous l'évoquions, ce roman de Zola, il y a des échanges qui traversent l'Europe. C'est important aussi. 1905, il se passe des petites choses là-bas en Russie. Et tout à fait. Effectivement, la première révolution russe qui avorte en 1905 conduit effectivement à penser que la prise du pouvoir par la classe ouvrière pourrait ne pas être tout à fait impossible. Et il faut dire en effet que ce mouvement ouvrier, enfin on a tendance à penser que nous sommes aujourd'hui européens et qu'avant nos ancêtres étaient nationalistes. En réalité, le monde, y compris et surtout le monde ouvrier, en 14, est traversé en permanence par des circulations internationales et transnationales extrêmement importantes, sans doute plus importantes qu'aujourd'hui. Il y a des fédérations syndicales internationales qui marchent, fédération syndicale des mineurs, fédération syndicale du textile. Il y a cette espèce de parlement des partis ouvriers qui s'appelle la Deuxième Internationale, qui a été créée en 1889, celle même qui dit que le 1er mai doit être la journée de la classe ouvrière. Il y a des échanges, ce qui se discute dans le syndicalisme révolutionnaire français de la CGT, se retrouve en Espagne, se retrouve en Italie, se retrouve en Grande-Bretagne. Tout ça échange, circule et effectivement, on est dans un mouvement qui est loin d'être seulement national ou local, mais qui est un mouvement européen, d'une classe ouvrière ou d'un monde ouvrier qui, pour finir, se sent mieux assuré de sa force. Et donc pense que, ce que disait la chanson d'Yves Montand dans les Camus, que le moment de faire basculer le vieux monde n'est peut-être pas si loin. D'autant que les ouvriers se sentent alors représentés grâce aux syndicats. C'est la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Vous nous avez dit aussi, vous nous avez rappelé, Marion Fontaine, la CGT, 1895, très bien. Nous sommes sur des syndicats. Du côté politique aussi, il y a une organisation qui se met en place et qui permet aux ouvriers de se retrouver, en tout cas, dans l'idée de pouvoir, par la politique, réformer les choses. La SFIO ? Tout à fait, la SFIO, comme le Parti social-démocrate allemand, comme le Parti ouvrier belge, comme le Labour en Grande-Bretagne, sont ces partis qui, lorsqu'ils sont créés toute fin 19e, début 20e, ont vocation à porter la voix du prolétariat, comme à porter la voix de la classe ouvrière, et ont vocation surtout à dire qu'une partie des revendications qui s'expriment dans les grèves ou dans les mouvements sociaux peuvent et doivent trouver des traductions politiques et des traductions législatives. Donc, et ont aussi vocation, dans les très nombreux conflits sociaux qui émaillent le début du XXe siècle, à servir d'arbitre, d'interlocuteur. On sait bien que toute une partie de ces leaders ouvriers, lorsqu'il y a conflit, alors Jaurès, mais il n'y a pas que lui, n'arrête pas de faire ça, sont sollicités en général par les ouvriers pour venir jouer les arbitres, pour faire l'intermédiaire avec les préfets. Donc on est effectivement aussi dans l'idée que la grève ou les revendications qui s'expriment dans les grèves peuvent trouver des débouchés politiques. Mais avec un prix peut-être, c'est-à-dire que les versions de l'action ouvrière deviennent de plus en plus quelquefois opposées et divergentes. C'est-à-dire qu'entre ceux au sein d'une partie de la CGT qui pense qu'il ne peut pas y avoir de solution par la politique et que la seule solution c'est la grève générale, et ceux qui, comme la majorité des membres du Parti socialiste, pensent que la solution est politique et que la grève n'est qu'une étape vers la solution politique, c'est pas exactement la même chose, c'est même diamétralement opposé, et il peut y avoir un certain nombre de tensions. Ces tensions d'ailleurs que nous retrouvons toujours dans les discours politiques, parce que ce sont des analyses sur des temps très longs, mais là, en 1905 est créée la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, et l'année suivante, élection présidentielle. 1906, Armand Fallières, soutenu par Clémenceau, devient président de la République et confie le pouvoir à Sarrien, qui convoque aussitôt chez lui les futurs ministrables. Il fait circuler dans son appartement des verres d'orangeade, de citronnade, et s'adressant à Clémenceau, la main tendue vers un plateau, lui demande « Qu'est-ce que vous prenez ?»« Je prends l'intérieur, dit Clémenceau. Et c'est ainsi qu'il s'installa place Beauvau. Le Tigre, pour la première fois,
se trouvait du côté des dompteurs. Clémenceau, ministre de l'Intérieur, qui avait consacré tant de discours et tant d'articles poignants aux luttes ouvrières, à la situation désolante des mineurs de fond, au drame quotidien du travail, devint, au bout de quelque temps, par la force des choses, le ministre de la répression, des grèves ayant éclaté dans le Nord, puis dans le Midi, où l'émeute gronda à l'appel du célèbre et naïf Marcellin Albert, animateur des vignerons en révolte. Oui, parce que nous parlons souvent des grèves du Nord, c'est notre imaginaire dans les mines. Il n'y a pas que les mines de charbon, il y a aussi les Gueules Rouges en Lorraine, et puis il y a tout le Sud. Là, c'était Clémenceau à l'intérieur, dans les grandes conférences radiophoniques de Louis-Gabriel Robinet en 1957. C'est fascinant se dire que Clémenceau devient ministre de l'Intérieur en 1906 et qu'il est confronté à cette catastrophe, mais monstrueuse, à Courrières. La réaction doit être attendue du politique. Clémenceau est ministre de l'Intérieur. Il faut rappeler à Marion Fontaine ce qui s'est passé à Courrières. C'est une véritable horreur. Alors effectivement, Courrières reste jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et on espère qu'elle le restera, la pire catastrophe minière européenne jamais connue, l'une des pires catastrophes minières mondiales. Je pense qu'il n'y a qu'une catastrophe chinoise qui a fait un nombre supérieur de victimes. Le 10 mars 1906, dans la compagnie des mines de Courrières, pas très loin de Lens, il y a une explosion, un incendie, peu importe. On dénombrera au total 1099 victimes. 1099 victimes, c'est-à-dire, ce sont des villages, des quartiers ouvriers entiers où les fils, les maris, les frères, quelquefois les adolescents, les galibots, les jeunes mineurs ont 14-15 ans, ne remontent pas. Ce qui va scandaliser, évidemment, Courrières déclenche un très large mouvement d'opinion publique, là pour le coup bien au-delà du mouvement ouvrier, mais très vite aussi les questions vont surgir. Les questions, elles vont surgir sur le fait que la compagnie des mines de Courrières n'a peut-être pas fait tout ce qui était en son pouvoir en matière de sécurité, de protection des lampes des mineurs, par exemple, pour éviter une telle catastrophe. On va rappeler que le délégué mineur, les mineurs sont parmi les premières corporations à avoir des représentants ouvriers. On va rappeler que le délégué mineur Rick, quelques jours avant la catastrophe, avait dit qu'il y avait des traces d'incendie au fond. Et donc, que c'était dangereux de descendre. On va surtout rappeler que les opérations de sauvetage ont quelquefois été menées dans la précipitation. On a pu accuser la compagnie d'avoir privilégié pour finir le fait de sauver ces installations plutôt que de sauver des hommes, ce qui déclenche également la fureur non seulement des mineurs mais d'une partie beaucoup plus large, c'est que plusieurs dizaines de jours après la catastrophe, 13 rescapés. Le mot fait alors son apparition dans la langue française. Donc 13 mineurs qui ont erré dans les galeries pendant des jours, qui se sont nourris des chevaux, de remontes. Ce qui revient bien à dire que lorsque les puits ont été fermés quelques jours après la catastrophe, il y avait encore des survivants. Donc tout cela déclenche une colère extrêmement importante de la part des mineurs qui se mettent en grève quelques jours après la catastrophe. La grève va durer jusqu'au début du mois de mai. Et effectivement, le nouveau ministre de l'Intérieur, Clémenceau, va se trouver pris, si j'ose dire, dans ses propres contradictions. D'un côté, effectivement, c'est vrai, l'extrait le rappelait, Clémenceau a été sollicité à plusieurs reprises comme arbitre sur un certain nombre de conflits. Il a été sollicité lors de la Grande Grève d'Anzin 1884 et il ne porte pas particulièrement les patrons des grandes compagnies minières dans son cœur, catholiques, réactionnaires, très peu républicains. Clémenceau les trouve pas forcément très sympathiques. Et par ailleurs, il ne peut que constater en effet que quand on a une telle catastrophe, il faut quand même interroger un petit peu les responsabilités. En même temps, Clémenceau est effectivement partisan de l'ordre, il croit peu au collectif ouvrier, etc. Bon, c'est ce que lui reprochera Jaurès dans une opposition parlementaire célèbre. Et il pense qu'effectivement, rien ne peut justifier les désordres dans la rue. Donc effectivement, Clémenceau arrive pas forcément avec l'idée de réprimer immédiatement, mais devant les protestations des mineurs, effectivement, va être amené à prendre une position bien plus dure, va-t-on dire, qui va susciter, c'est à ce moment-là, c'est un moment de grande cassure entre les radicaux et les socialistes, qui va susciter, par exemple, l'immense opposition de Jaurès, qui va lui dire que certes, Clémenceau punit
les violences ouvrières, mais il ne dit rien et il ne fait rien sur ces violences patronales bien plus sourdes, bien plus discrètes, dit Jaurès, mais qui ont quand même mené à la mort de 1099 personnes. Effectivement, le début timide d'instruction qui est lancé juste après, d'instruction judiciaire qui est lancée après la catastrophe de Courrières, se solde sur un non-lieu. Donc, dit Jaurès, il y a un petit déséquilibre entre ce non-lieu judiciaire et cette violence de la répression d'État. Ce moment est intense. La catastrophe de Courrières, vous l'avez très bien décrit, Marion Fontaine, mais vraiment en insistant sur cette horreur, plus de 1000 morts, c'est quelque chose de très fort, et la réaction du pouvoir, dans un moment, et vous l'avez rappelé aussi, où la grève est quelque chose de prégnant dans ce monde syndical, ouvrier, politique aussi. Étonnamment, cette même année, alors étonnamment non, parce que tout est lié, eh bien, les syndicats vont réfléchir à leur action politique, au lien avec l'action politique. Nous sommes cette fois-ci à la fin de l'année 1906, en octobre, au moment où est signée la Charte d'Amiens. Le syndicalisme, en fait, a précédé la naissance des organisations politiques se réclamant des intérêts des travailleurs, de la classe ouvrière. La fameuse résolution qui, après, est devenue sous l'appellation de Charte d'Amiens, a proclamé très haut la volonté du mouvement syndical d'être indépendant tout en restant de classe. Les deux choses d'ailleurs étant étroitement liées. On ne peut pas séparer les deux notions, je pense, de cette orientation syndicale qui a toujours été comme un fil rouge dans l'histoire de notre mouvement syndical français. L'influence des idées marxistes a rencontré l'influence des idées différentes, anarchistes, réformistes, et au fond, ce qui est sorti de tout cela, ce fut une conception syndicale du rôle du mouvement syndical qui, je ne dirais pas, constitue un mélange de l'ensemble, ça ne serait pas juste historiquement, mais a tenu compte de toutes ces idées. Georges Ségui qui s'exprimait dans l'émission À Voix Nue sur France Culture, c'était en 1995. Georges Ségui, donc secrétaire général de la CGT dans les années 70. Les années 70 un petit peu élargies, qui évoque la Charte d'Amiens. Charte d'Amiens qui est encore aujourd'hui, j'ose pas dire le mot appliqué parce que c'est un peu fort, mais enfin, qui est toujours une référence. Le monde syndical a son univers et ses combats, et le monde politique, avec les partis politiques, a un autre univers. Justement, cette Charte d'Amiens, 1906, a-t-elle un effet sur l'idée même de grève, sur l'organisation des grèves ? Elle en est plutôt la traduction qu'elle n'en est en effet. C'est-à-dire que la Charte d'Amiens, effectivement, c'est pas sans lien avec ce qui s'est passé précédemment, et plutôt la traduction d'une vraie tendance au sein du syndicalisme français qui est pas générale. C'est-à-dire que certaines fédérations professionnelles dites réformistes, les ouvriers du livre, les ouvriers mineurs ne la partagent pas, mais elle est l'expression d'une tendance syndicale qui est effectivement celle de dire que le syndicalisme ne peut pas avoir de compromission avec la politique. C'est intéressant, de compromission, c'est-à-dire que tout débouché politique risque de pervertir ou d'instrumentaliser l'action syndicale, ne peut pas avoir de rapport avec l'État. Et effectivement, enfin, cette réaction des syndicalistes révolutionnaires, elle est aussi le fruit d'une expérience concrète. Généralement, leur rapport avec l'État, c'est un rapport de violence. Ce que leur rapporte l'État très souvent. On a beau leur dire que l'État peut aussi être réformateur, peut apporter des réformes en matière de droit du travail, ces syndicalistes ont très souvent expérimenté, au moment de Courrières comme ailleurs, que l'État est de la violence, et donc il ne peut pas y avoir de relation et de compromis avec l'État. Donc ce que dit la Charte d'Amiens, c'est que la CGT, et là on retrouve, je recite Jacques Julliard, la CGT comme expression de la pureté ouvrière et révolutionnaire, comme expression d'une culture ouvrière en radicale sécession, avec le monde dominant et le monde qui l'entoure, mènera ses combats elle-même jusqu'à la grève générale, et elle laisse la SFIO, bande de politiciens instrumentalisés, pense tout bas, ou quelquefois d'ailleurs tout haut, une partie des syndicalistes de la CGT, se complaire dans la tambouille politicienne. C'est un refus du politique, mais c'est aussi l'idée de dire que au fond, si le monde ouvrier se perd dans la politique, il ne gagnera rien et il perdra ce qui fait sa force, sa cohérence et son unité. Et alors, effectivement, tout le débat au sein du mouvement ouvrier, un débat très riche. Je pense qu'on
on réatteindra difficilement ensuite la fécondité et la richesse de ces débats sur le rapport aux politiques, sur le rapport entre réforme et révolution qui se noue autour de la grève au sein du mouvement ouvrier. Débrayer pour mieux travailler, débrayer pour mieux vivre dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Arthur Dumont. Marion Fontaine, vous nous avez bien expliqué que au 19e siècle, avant même que l'idée de grève puisse être acceptée par le pouvoir, il y avait cette peur du monde ouvrier qui était une peur sociale par les conditions de vie, par la manière de se tenir, par la parole aussi. Nous sentons qu'au début du XXe siècle, nous avons un parti, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, les socialistes, nous avons des syndicats, il y a une structure, mais la peur est toujours présente. C'est une peur un peu différente. Cette fois-ci, nous sommes face à des structures organisées, donc la peur c'est aussi, par rapport aux dominants, aux possédants, une prise de pouvoir, une révolution. La peur, c'est celle de la Révolution. Elle éclate, par exemple, le 1er mai 1906, où la CGT proclame que ce jour-là, au bout de 8 heures de travail, ce qui est la grande revendication du mouvement syndical et ouvrier, l'ensemble des ouvriers s'arrêteront, et donc que la société cédera. Là, ce jour-là, quelques jours avant, toutes les élites font des provisions partout, tant elles craignent que la société n'explose. Oui, effectivement, la peur change de nature. Au début du XXe siècle, c'est moins les barbares que l'on craint que les révolutionnaires et que l'idée d'un changement de pouvoir, de face, une socialisation des moyens de production, etc., etc. Donc effectivement, le rapport de force s'est un petit peu modifié. En même temps, effectivement, le mouvement ouvrier lui-même, je pense que c'est intéressant, a beaucoup fait. C'est-à-dire que pour repousser loin de lui justement cette violence extrême qui est celui de caractériser les ouvriers en barbares. Il y a aussi une volonté de la part des ouvriers par la grève, par l'action politique, d'affirmer sa dignité. C'est-à-dire que je pense qu'enfin, là pour le coup c'est quelque chose qui se retrouve dans la grève, dans l'action politique, c'est-à-dire de dire que non, les ouvriers ne sont pas des barbares et que effectivement qu'ils agissent par le voie de la contestation sociale ou par la voie de la contestation politique, ils sont des acteurs humains et des acteurs dignes. C'est pour ça que, par exemple, les actes de violence entre grévistes ou, par exemple, les épisodes un peu particuliers comme la défenestration de l'ingénieur Vatrin lors des grèves à Decazeville en 1886 suscitent l'opposition, y compris au sein d'une partie du mouvement ouvrier, qui dit que si le mouvement ouvrier veut prouver sa force et veut à terme conquérir le pouvoir, il doit prouver lui-même, en quelque sorte, que il est tout à fait en mesure de ne pas se comporter comme la bourgeoisie et les élites attendent qu'ils se comportent. Et l'éducation ouvrière, la culture ouvrière ça, est fondamentale. Ah oui, parce que les ouvriers ils lisent beaucoup, voilà. Ils lisent les journaux, ils lisent les livres et ils écrivent aussi. Voilà. Nous avons encore énormément de textes. D'ailleurs, je suis toujours admiratif de voir des écrits venus de milieux extrêmement populaires par la qualité de la graphie. Ça, c'est une chose, la richesse du vocabulaire. Tout à fait, c'est-à-dire que alors, ce qui est intéressant, et c'est peut-être une différence majeure avec aujourd'hui, c'est que on a affaire à des ouvriers qui, la plupart du temps, sortent maximum à 13 ans de l'école, certains un peu plus jeunes. Mais ce qui est important, c'est que pour ces ouvriers, l'école n'est qu'un lieu d'éducation parmi d'autres. C'est-à-dire que les syndicats, dans les bourses du travail, dans les offres qu'offrent certains syndicats, les partis, les universités populaires, les associations forment autant de lieux d'éducation, de socialisation, où effectivement s'élaborent alors des formes d'éducation et de socialisation d'une partie au moins des ouvriers qui sont frappants. Enfin, pour parler d'un autre élément, je suis quand même frappée quand on travaille sur la Fédération syndicale internationale des mineurs. On parle là pour le coup d'ouvriers qui ont quitté l'école à 12-13 ans maximum et qui font des congrès en 3 ou 4 langues. Oui. Alors sans doute avec des interprètes, mais qui ont une ouverture et qui ont des connaissances, par exemple en matière de droit du travail, qui sont absolument remarquables. Donc effectivement, il y a cet effort, on pourrait dire, d'élévation et d'auto-éducation ouvrière qui est extrêmement important. C'est essentiel pour essayer de comprendre comment la grève s'impose, comment la grève devient un outil révolutionnaire pour les uns, un outil plus efficace ponctuellement pour les autres. Et dans ce monde ouvrier, il y a cette forme d'éducation, cette vision aussi de l'avenir
avec une jeune garde. Nous ne voulons plus de famine. À qui travaille, il faut du pain. Demain, nous prendrons les usines. Nous sommes des hommes et non des chiens. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance. C'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde. La jeune garde, alors c'est Gaston Montéus dans les années 1910. La jeune garde, donc là nous sommes en relation avec les socialistes de la SFIO, avec la jeune garde, mais c'est très intéressant d'entendre une telle chanson parce que il y a déjà un message nettement révolutionnaire. Nous sommes dans ces années 1910 aussi. Vous nous avez dit, Marion Fontaine, dans cette histoire de la grève, que le temps du début du XXe siècle s'arrête comme une évidence en 1914 avec la Première Guerre mondiale. En quoi cette guerre va changer la nature de la grève telle qu'elle était réfléchie quelques années auparavant ? Alors, la Première Guerre mondiale, elle a un effet de très court terme, c'est qu'elle gèle pendant 2-3 ans toute possibilité de conflits sociaux, toute possibilité d'expression d'une division de classe étant annihilée par l'imposition de l'Union sacrée. Elle va, pour finir, aussi tendre peut-être davantage les contradictions au sein du monde ouvrier. C'est-à-dire, elle va donner à ce monde ouvrier l'image d'une révolution qui a réussi ou qui semble réussie, c'est-à-dire la révolution bolchevique de 1917. Et en même temps, elle va introduire dans la pratique des pouvoirs publics des mécanismes de contractualisation et de négociation contractuelle nettement plus importants. C'est ce que fait Albert Thomas en France en 1916, c'est ce qu'on retrouve en Grande-Bretagne ou en Allemagne à la même époque, c'est-à-dire que la tension qui s'est produit avant 1914 entre grève comme élément de la démocratie industrielle, si j'ose dire, et grève révolutionnaire comme élément de la subversion révolutionnaire, va se tendre. J'aurais tendance aussi à penser que, en même temps, elle va d'une certaine manière appauvrir une partie de ces débats, c'est-à-dire que quelque chose aussi original, certes minoritaire, mais d'aussi original que le syndicalisme révolutionnaire, sa pensée de la grève générale, va lui disparaître. C'est-à-dire que il y a des éléments de discussion intellectuelle qui vont disparaître. Il y a en revanche une tension dans la pratique de la grève qui va s'atténuer, c'est-à-dire effectivement entre grève contractuelle, élément de démonstration de la force de la classe ouvrière dans un pays démocratique, et grève comme élément de la révolution. On peut lire toute l'histoire des grèves en France dans l'entre-deux-guerres comme l'expression de cette tension. Les grèves de 1919-1920, qui sont quand même extrêmement importantes, étant plus du côté de l'expression de la tension révolutionnaire. Les grèves de 1936, ces grèves idéales par excellence, les grèves du Front populaire, étant en quelque sorte l'incarnation idéale de cette démonstration de force de la classe ouvrière, mais qui s'insère également dans les voies d'une démocratie, puisque c'est bien connu, ces grèves débouchent sur des accords, les accords de Matignon, et donc sur une démarche d'approfondissement de la démocratie industrielle. Et puis ces tensions nées de la Première Guerre mondiale ont un effet positif juste après la guerre, le Congrès de Tours en 1920. Effectivement, qui va, pour finir, diviser le mouvement ouvrier de nouveau, le mouvement ouvrier français a une très vieille habitude de la division, qui va diviser le mouvement ouvrier français et le mouvement syndical aussi, on l'oublie assez souvent, entre une partie socialiste effectivement réformiste, qui va donc axer l'idée de la grève dans cette pensée du contrat et de la démocratie, et une tendance révolutionnaire, Parti communiste et CGTU, qui va pousser à l'idée de l'expression de la grève comme expression de la révolution, même s'il faut rappeler que c'est le secrétaire général du Parti communiste français en 1936, Maurice Thorez, qui dira qu'il faut savoir arrêter une grève. Comme quoi, effectivement,
une fois posée l'opposition, les débats, les discussions et les ambivalences vont de nouveau rentrer en jeu parce que la grève fait partie de la vie de la classe ouvrière et on exprime peut-être aussi les ambiguïtés et les ambivalences. Et puis, Marion Fontaine, vous citez la vie de la classe ouvrière. Il y a toujours cette question qui se porte sur les autres qui ne font pas partie en tant que telle de la classe ouvrière, qui ont moins accès à la grève. Les artisans, les commerçants. C'est très difficile aussi ça. Et eux, ils échappent en fait à cette histoire de la grève en partie. Alors effectivement, c'est un enjeu. Bon, il y a un certain nombre de catégories qui vont demander à avoir le droit de grève, qui ne l'ont pas au départ. C'est le cas notamment de toute une partie de la fonction publique. Au départ, les fonctionnaires, les instituteurs, etc. n'ont pas le droit de syndicalisation et leur droit de grève est problématique. Donc on va voir la grève s'étendre à des catégories au-delà des catégories ouvrières. Je le disais, les fonctionnaires, les étudiants. Il n'y a pas de... Enfin, je pense que personne ne pense avant 14 qu'il puisse y avoir des grèves étudiantes. Ou des grèves lycéennes a fortiori, mais effectivement toute une série de catégories, artisans, professions libérales, n'ont pas accès à la grève et vont développer d'autres modalités de protestation. Bon, l'entre-deux-guerres comme les années 50-60 sont pleines de ces mouvements des protestations libérales, mais qui échappent à la grève, ce qui renforce d'ailleurs au moins jusqu'en mai 68, je dirais, l'image de la grève comme caractéristique intégrante et essentielle de l'identité ouvrière. Eh bien, écoutez, Marion Fontaine, merci beaucoup pour ce panorama, cette histoire de la grève. Vous écoutez donne évidemment envie de vous lire. Alors, faut aller sur le site du cours de l'histoire. Vous allez retrouver les références, une contre-histoire de la Troisième République, notamment avec Frédéric Monnier. Et puis, la fin d'un monde ouvrier à propos de Liévin en 74. Car c'est une histoire sur le temps très long, tout cela. Merci vivement à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwen Guiziou. Oui, l'histoire du non-travail, la paresse, le chômage, la grève. Des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. France Culture.